venir parler de l'acceptabilité des récits. Et je vais faire un petit pas de côté par rapport à ça. Je vais plutôt essayer de montrer comment ce que la série de Volodymyr Zelensky, qui s'appelle la série Serviteur du peuple, a servi à constituer la corruption comme problème public et donc à rendre la corruption inacceptable. Et c'est plutôt l'inacceptabilité de la corruption que je vais essayer de vous montrer et de vous présenter. Et finalement, avec succès, puisque c'est un récit qui a été très bien accepté, dans la mesure où le 20 mai 2019, Volodymyr Zelensky a été élu président de l'Ukraine avec plus de 73% des voix. Et il avait acquis en fait toute sa popularité à partir de, enfin une partie de sa popularité à partir de cette série Serviteur du peuple qu'il avait rendue très très connue en Ukraine. C'est une série qui a été extrêmement regardée, qui a été produite par Studio Quartal 95 et diffusée sur la chaîne 1+1, One plus 1. Sur 3 saisons d'une cinquantaine d'épisodes qui ont été diffusés en 2015, en 2016-2017 et en 2019, c'est-à-dire quelques mois avant l'élection, même quelques semaines avant l'élection présidentielle, avec toute une question de savoir, assez aiguë de savoir si c'était, si on avait le droit de faire ce genre de choses ou si ce n'était pas directement un propos politique. Alors, il est déjà arrivé que des personnalités politiques capitalisent une notoriété qu'ils avaient acquise dans les médias, évidemment Ronald Reagan ou Arnold Schwarzenegger. Même d'une certaine manière, c'est le cas de Donald Trump, même dans un registre un peu différent. Mais ce qui est très, très particulier dans le cas de Zelensky, c'est que le personnage fictionnel est en parfaite continuité avec celui qui va incarner dans la vie réelle. Et c'est en fait, il incarne le rôle qu'il va être amené à jouer sur la scène politique. Et je pense que à la fin de ce séminaire, on va réfléchir sur ce qu'il a appris en fait en jouant le rôle et en quoi la série a pu être pour lui-même aussi un apprentissage de sa fonction politique. Et puis la deuxième chose, c'est que la transition d'une position à l'autre s'est effectuée sur un temps très court, puisque je vous disais, quelques semaines plus tard, il était élu président, alors que pour Schwarzenegger ou surtout pour Reagan, c'était une reconversion des années après. Donc, c'était vraiment un changement de trajectoire politique. Là, on a affaire à quelque chose qui est vraiment une potentialisation directe par la fiction, de, enfin, par la politique, des compétences acquises et manifestées dans la fiction. Et puis l'osmose a été favorisée par le fait que lui-même a rebaptisé le parti qu'il a soutenu, qui était le parti du changement décisif, en l'appelant le parti serviteur du peuple, c'est-à-dire le nom de la série. Il a donné le nom même de la série. Et ensuite, ben voilà. Donc du coup, euh, ça a contribué évidemment à créer une situation qui est une situation qui n'est pas banale et qui nous amène à nous demander si les ressources dont nous disposons pour analyser des personnages comme des personnages ne sont pas un peu inadaptées quand les personnages deviennent acteurs politiques. Donc, je propose en fait de réfléchir à cette question en suggérant un modèle analytique qui prenne peut-être euh, un peu plus au sérieux les personnages mis en scène par les séries télévisées. Euh, et alors, ce modèle, en fait, il a 3 caractéristiques. Je ne vais pas le déployer dans son ensemble parce que ça serait trop long. Et c'est vraiment quelques remarques qui vont précéder l'entrée vraiment dans la série. Mais la première de ces caractéristiques, c'est qu'il met au centre de l'analyse le personnage et pas le récit. Pourquoi? Parce que pendant ces années où j'ai suivi Urgence chez des gens, je me suis aperçue que les gens ne se rappelaient jamais des histoires, alors qu'ils avaient établi et qu'ils établissaient un lien extrêmement fort avec le personnage, et que le personnage, ils le qualifiaient chaque fois avec leurs mots, de leur manière, en fonction de leur milieu, ils avaient des façons différentes d'en parler, mais ils identifiaient bien la même personne hein, avec qui ils avaient une relation, qu'ils pouvaient aimer ou détester, mais généralement euh, qu'ils appréciaient son monde de manière assez stable finalement. Mais en revanche, les péripéties, les anecdotes, elles étaient effacées dans le flux du lien, dans le flux de la vie que ces personnages avaient pris à l'extrême. Donc, l'idée a donc été de mettre au centre
de l'analyse, le héros de série télévisée et pas la notion de récit. La deuxième proposition de mon modèle, c'est de les considérer comme des acteurs sociaux. Alors, attention, je ne dis pas que ce sont des acteurs sociaux à part entière, je leur reconnais une nature un tout petit peu particulière. Mais disons que par décision méthodologique et de façon provisoire, je les dépouille de leur identité fictionnelle pour les considérer comme provisoirement comme des acteurs sociaux. Cette fiction méthodologique, elle est très intéressante. D'abord, parce qu'elle est proche de l'expérience des spectateurs. Là aussi, c'est assez intéressant. Quand on interroge les spectateurs sur une série, quand ils sont interrogés sur une série, ils en parlent vraiment comme d'une entité fiction, comme d'une fiction. Ils tiennent ils attachent une grande importance à ce qu'on ne croit pas qu'ils confondent la réalité et la fiction. C'est quelque chose, quel que soit là aussi les gens à qui on s'adresse, la non-confusion est une espèce de préliminaire. Mais quand ensuite on instaure des groupes et qu'ils parlent entre eux, très vite cette question est déplacée et les gens en parlent comme si c'était des amis, comme si c'était des gens qui connaissaient très bien. Et ils les jugent, ils passent leur temps à les évaluer, à les juger, à dire celle-là elle est trop conne, celle-là il est trop sympa, t'as vu, il est bon, etc. Et ils en parlent comme si c'était des personnes qui connaissaient. Et donc moi je m'inscris dans cette filiation et donc je considère que c'est pas inintéressant de les considérer comme des personnes. Et puis en plus, ça a comme une autre vertu et que je vais beaucoup utiliser dans cette communication et dans ce travail sur Serviteur du peuple, c'est que ça me permet de rapatrier pour l'analyse des personnages toute la littérature sociologique qui concerne le problème abordé par les personnages. Comme je leur donne plus de dignité ontologique que ce qu'ils ont d'habitude, comme je les considère presque comme des vraies personnes, eh ben, je peux les analyser, là, en l'occurrence, en utilisant toute la sociologie de la corruption, toute la sociologie des problèmes publics, des tas de traditions sociologiques que je suis capable d'importer, du coup, dans l'analyse de la fiction, et ce qui n'est pas si fréquent. C'est comme si vous, Anaïs, pour travailler sur Danton Abbé, vous preniez toute la sociologie de l'aristocratie et toute et que ça autorise, si vous voulez, cette fiction méthodologique posée d'emblée autorise euh, des, 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 des voyages qui n'ont pas été tellement fréquents chez les littéraires, qui ont plutôt posé quand même la culture des textes. Et évidemment, c'est intéressant parce que ça donne une sociologie des personnages qui devient praticable et qui fait voir des choses. C'est pour ça que c'est intéressant. Et la troisième proposition, et après j'arrêterai là, ça consiste à tenir compte de la spécificité des héros de séries télévisées au sein de la grande famille des personnages. Et dans cette spécificité, je considère qu'une des choses vraiment très importantes, je ne vais pas donner toutes les spécificités, mais une des choses qui me paraît la plus importante, c'est le fait qu'ils aient un corps. Et un corps qui est indissociablement partagé entre le personnage et le comédien. Et en scellant avec une force toute particulière le lien entre un personnage et une personne humaine, cette nouvelle configuration liée à la télévision et aux écrans a introduit dans la grande famille des êtres de fiction une entité nouvelle que je suggère d'appeler HST, héros de séries télévisées, avec un grand H, un grand S à monter, pour le distinguer des autres êtres de fiction. Alors, il faut dire que le terme HST, moi j'écrivais héros de séries télévisées, ce sont les étudiants qui se sont mis à les appeler HST parce que j'avais mis des abréviations sur le tableau. Et eux, ils ont repris des abréviations et je me suis dit que finalement, ça leur allait assez bien. Un mot qui avait un peu une connotation virale comme ça. Et ça permettait de distinguer des personnages, le fait d'avoir un corps et d'en avoir un seul. Ça les permet de distinguer des personnages de romans, qui ont tous les corps qu'on peut leur attribuer en fonction de notre imagination, des personnages de films qui sont interprétés par des acteurs de cinéma qui multiplient les rôles et qui, d'une certaine manière, les stars capitalisent même involontairement, des fragments de tous les rôles sur un nouveau personnage, mais c'est la personnalité de Marilyn Monroe qui se transporte avec tous les rôles qu'elle a interprétés. Alors, ça différencie aussi des personnages de théâtre, d'opéra, pour lesquels c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de comédiens qui sont venus jouer Antigone ou une malade imaginaire. Et donc, il y a eu beaucoup de corps pour un seul personnage. Et là, on a eu, en tout cas dans les débuts des séries télévisées, une espèce de lien particulièrement fusionnel entre un personnage et un corps. Et ça, à mon avis, a changé pas mal de choses. Et en tout cas, ça justifie qu'on traite ces HST d'une manière spécifique
D'autant que pour l'instant, ça changera peut-être, mais la plupart des séries qui ont été écrites pour la télévision n'ont pas été rejouées. Il y a pu y avoir des suites, il y a pu y avoir des requels, il y a pu y avoir mais des séquelles, tout ça. Mais il n'y a pas eu véritablement de reprise d'une longue série pour la télévision. Et puis, bien sûr, maintenant, les héros de série peuvent jouer plusieurs personnages, mais chacun raconte la difficulté qu'il a de se libérer du premier personnage qu'il a joué quand il essaye de jouer un nouveau personnage. Et donc, cette expérience, qui est un peu l'expérience des débuts de la télévision, qui a vraiment été le drame des premiers comédiens de la télévision. Moi, j'ai enquêté sur les premiers comédiens des grandes séries, comme des grands feuilletons comme Yannick Aimé ou Thierry Lafronde et tout ça. Ils ont eu un mal de chien à se débarrasser de l'identité de leur personnage. Jean-Claude Drouot, quand il a fait du théâtre, il a abandonné l'idée de faire du cinéma. Quand il a fait du théâtre, dès qu'il entrait en scène, tout le monde disait ta 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 ta. Et même dans les rôles les plus tragiques, en reprenant le générique de Thierry Lafronde. Euh, Jannick Aimé, elle a tout fait. Elle s'est teint les cheveux en noir, elle a joué les vampes et tout, mais elle était absolument collée à ce personnage de ce premier rôle qu'elle avait interprété. Bref, en un mot, il y a quelque chose qui se noue dans le héros de série télévisée, qui est télévisuel. Et alors, du coup, la popularité du héros est telle qu'elle risque d'écraser la personnalité du comédien qui l'incarne, ce dont on a eu une expérience un peu tragique là, ces dernières semaines avec le, le héros de Friends. Alors, la force de Zelensky, c'est d'avoir su se servir de cette assignation propre aux héros de série pour en faire un usage politique. Il n'a pas combattu son personnage, comme les autres qui se détachaient pour faire une carrière quand même. Il l'a, au contraire, utilisé comme tremplin. Sa connaissance de la télévision, son expérience du spectacle vivant, parce que il faisait du stand-up avant Zelensky. Donc, il était quand même déjà assez connu. Hein. Euh, il tournait en théâtre. Et puis, il a fait du stand-up aussi à la télévision, mais ça l'a préparé à mieux, à saisir peut-être mieux que quiconque la force particulière des héros de série. Et il l'a capturé et il a su l'utiliser pour son travail. Alors, à partir de ça, une fois que je vous ai présenté un peu l'origine du travail et le modèle théorique qui va le guider, je voudrais m'arrêter un peu sur la méthode parce que je remercie Olivier d'en avoir parlé parce que c'est quelque chose qui me paraît très important. En fait, le problème des séries télévisées, c'est que on peut se contenter de faire ce que certains appellent de la sociologie du sofa en s'installant dans son canapé et en regardant la série. Et puis, de mémoire, on, on essaie de bricoler quelque chose avec les quelques éléments qu'on a trouvés intéressants. Et c'est pourquoi pas, c'est un travail qui est sûrement bien, mais il me semble que si, comme ce que j'essaye de faire, on considère que les personnages ont un rôle, y compris un rôle politique extrêmement important, je pense qu'ils méritent une méthode plus systématique. Et donc, j'ai mis en place au fil des années des méthodes qui me permettent de travailler sur les séries de façon plus systématique. Évidemment, c'est un inconvénient, c'est que c'est très long et très laborieux. Donc, je suis encore un petit peu à me demander si j'ai vraiment besoin de faire ça. L'élément stratégique, c'est ce petit outil. Alors, je prends mon iPhone, je le mets sur un pied, je me mets en face avec l'outil et je capture, en appuyant dessus, une photo toutes toutes 10 secondes. Et ces photos, parce que comme le disait Anaïs tout à l'heure, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des captures d'écran maintenant sur Netflix, c'est protégé. Donc, j'arrive à une situation dans laquelle chaque épisode se constitue comme ça, comme une espèce de mosaïque que je relis en grand cahier, que je peux ensuite consulter. Bon. Je ne vais pas le faire circuler parce que j'y viens tellement. Est-ce que tu veux, Je veux bien vous donner un peu d'aide déjà pour le tenir ouvert? Voilà, en plus rétréci. Mais en plus rétréci, on voit un peu moins bien. C'est ça que vous voulez. Et donc, ça me permet, en gros, il y a 150 photos par épisode hein, pour Serviteur du Peuple. Et donc, j'ai une page recto verso me fait un épisode. Donc, ça me permet assez vite de savoir où se trouve le moment que je cherche et donc de pouvoir le retrouver assez facilement.
Parallèlement à ça, je vais sur Internet et sur des sites de sous-titres, je récupère les sous-titres. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Les sous-titres qui sont en VLC, je les mets dans un fichier Excel. Et là, ce qui est très, 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 très important, c'est que je numérote les lignes de 1 jusqu'à 15 000 hein, pour qu'il y ait une ligne par réplique. Et puis ensuite, je rentre les numéros d'épisodes. Et comme ça, j'ai les timecodes. Et ensuite, si j'en ai envie et besoin, je rentre le nom de la personne qui parle. Donc, ça, c'est très, très commode parce que ça me donne, vous voyez, là, pour les 3 saisons, je les ai là. Et ça me permet de faire des recherches sur des thèmes, sur des questions, de façon systématique. Donc, avec ces deux choses-là, j'ai déjà quelque chose qui me permet de naviguer dans la série avec une certaine souplesse. Et à la fin, en troisième lieu, quand j'ai choisi des extraits, mais jamais avant, quand j'ai choisi des passages que je vais utiliser pour mon propos, parce qu'ils sont des passages qui sont significatifs et que j'ai vraiment analysé de manière un peu intensive, je reprends mon iPhone et je filme les extraits. Et du coup, là, je peux ensuite travailler sur les extraits de façon plus analytique. Mais déjà, avec ça, j'ai beaucoup, beaucoup d'informations. Je peux voir les décors, je peux identifier les personnages, je peux voir ce qu'ils font, je peux décrire les situations d'interaction. Enfin, vous voyez, c'est vachement bien. Alors, j'en ai une autre variante que j'ai reliée, mais mais qui n'est pas celle que j'utilise au quotidien. Et puis, la quatrième étape, euh, c'est que j'ai fait un travail sur les articles de presse consacrés à la série. Et en utilisant le logiciel Factiva, j'ai réuni 406 articles qui avaient été consacrés à la série, articles de critique, et qui m'a permis aussi de voir un peu comment est-ce que cette série avait été acceptée et comprise, et qu'est-ce que les gens en avaient pensé. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais dire que de travailler aujourd'hui sur la série, c'est très difficile parce qu'il y a quelque chose de- d'insoutenable, en fait. En tout cas, inconvenant dans le fait de travailler sur une série qui est comme ça, une comédie dans laquelle le héros raconte des gaudrioles. Et alors que la situation de l'Ukraine est tellement dramatique qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander ce que sont devenus les lieux, les personnes, les familles, tous les gens qui sont mis en scène et de tous les objectifs qui pouvaient y être défendus. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts, s'ils sont blessés, ce que sont devenus leurs familles, s'ils sont partis, s'ils sont exilés. Et les images de l'Ukraine en guerre se superposent sur celles de ce pays plein de promesses en fait qui étaient montrées dans la série. Parce que la série, elle montrait une Ukraine crépitante de richesse, très joyeuse, où ils faisaient bon vivre entre un verre de vin et entre copains et sur le bord du Dniepr. Il y avait un côté très, très joyeux en fait dans cette série. Et donc, ce côté tragique, ça conduit aussi à réfléchir à ce qu'est la fiction méthodologique qui consiste à les considérer comme des acteurs sociaux, parce que c'est pas vraiment des acteurs sociaux. Et je pense que si c'était vraiment des acteurs sociaux, on les prendrait pas de cette façon. Il y a un problème éthique, en fait, à les considérer comme tels, puisque justement, ce ne sont pas. Mais j'essaierai de reprendre ça tout à l'heure. Euh, on avait un colloque qui était organisé sur les séries israéliennes et, et on a annulé le colloque parce qu'on s'est pas senti capable de parler des séries israéliennes ou de faire parler des gens sur les séries israéliennes dans le nouveau contexte. Et je pense que cette forme de pudeur, il faut essayer de comprendre à quoi elle correspond. Et elle nous dit beaucoup de choses et sur la fiction et sur le monde social dont il essaye de rendre compte. Alors revenons à Zelensky et à la série Serviteur du peuple. Donc Vassili Petrovitch Goloborodko est un professeur d'histoire dans un lycée. Et à la suite d'un divorce qui lui a coûté très cher, il est revenu habiter chez ses parents dans une demeure typiquement un appartement typiquement post-soviétique, et dans lequel vivent en même temps que son père, sa mère, sa nièce et sa sœur.
Et donc, ça commence, la série commence, il essaye de rentrer dans la salle de bain avec beaucoup de difficultés parce que tout le monde se partage la même salle de bain. Le petit déjeuner est compliqué, le café bout, les œufs brûlent, enfin, et il a un peu de mal à rentrer. Et tout à coup, quand il est enfin arrivé à avoir un peu de solitude, on frappe à la porte et c'est son père lui dit, il faut que tu sortes, il faut que tu sortes. Alors il dit, on me l'a déjà fait, celle-là. Messi, Messi, et il finit par ouvrir, et ce sont des officiels qui viennent le chercher en limousine pour lui annoncer qu'il a été élu président de la République ukrainienne avec 67% des voix, c'est-à-dire 7% de moins que le véritable Zelensky quelques mois plus tard. Et à ce moment-là, il les accompagne dans la voiture et il se repasse le film de ce qui s'est passé, qui l'a amené dans cette situation. Et ce flashback nous rappelle comment tout a commencé. Et c'est ça, je me disais que c'était peut-être ça qu'on pouvait montrer comme premier extrait. Alors, je Alors, dirais sur mais le le générique. générique Est-ce que tu d'abord. penses le générique? Le Alors, générique. partage l'écran, s'il te plaît. Le générique, c'est une chanson où on le voit traverser. C'est voilà. Vous avez vu la série, les uns les autres? Non. J'ai regardé le pilote seulement. D'abord sur Arte, mais maintenant elle est sur Netflix. Alors, vous allez me dire si ça passe normalement. Свою собаку. Я всего на свете член, почти что сына, редкий траву. Нет весь пол, приговор, слуга народа. У меня почти все. Достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет я выделил, что имею право на живо. Вот тут пробью врату, слуга народа. Alors là, en fait, on n'a pas les sous-titres. Alors, non, Tu peux je nous les mettre avais les sous-titres. normalement. Ah Enfin, bon? la chanson n'est pas sous-titrée, mais normalement, Ah après, oui, depuis après on est bon. D'accord. D'accord. Donc, tu Alors, voulais la donc, tu avais 11e envie minute? ouais, qu'on arrive au Alors, moment où il est dans sa classe. merci Netflix. Ça devrait être assez propre. C'est là? Ouais. Хотите, давайте так, вставайте, ребятки, все дружненько и на хвост гор. Давайте активнее, активнее, шевелитесь, давай. Пацаны сколачивают будки, девочки вешают программки. Все, почему мои снова, ребят? Почему не 10А? 10А математика. Математика у меня история. Что ты только сравнил с пальцем? Ребята, ребята, математика, это наука, у вас все хорошо, математика. А история, как ты сказал, собачья. По-моему, удивляемся. Каждый раз приходит власть, и совершенно не держать. Потому что сам только как понимать и приумножать свое. Вот это все. Сейчас он, что таких слов не слышал, что ты завелся? Потому что отстали все. И вот здесь, понимаешь, теперь они заставляют делить путки ваши строить. Знаешь, почему нажить собачь? Потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то меньше. Из будки. Выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Ты знаешь, что есть? Вот этого все еще не проверяют. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем 15. Да потому что да,
Понятно. Конечно, он говорит, да ну чего, тебе-то хуже. Васька, пойдем, вперед, у меня за наш перейдешь. Он говорит, ходите, потом, согласен. Ударение равное, смысл один и тот же. И все Бог. Понимаешь, тебе Бог, мне Бог, нам тебе Бог. Не Бог ты на маленький, а здоровый такой Бог. Пришел нам всем. А меня бы надо увидеть, куда отправить. Если бы можно, я бы пингусом. Кортежи, на, льготы ваши, на, дальше нахуй. Всех вас нахуй. Чтобы простой учитель жил как президент. А президент жил как учитель. Это я тебе? Как учитель, что я? Et voilà. Voilà. Alors, comme vous avez vu, le mauvais élève de la classe est passé par derrière, va filmer, va mettre la vidéo sur Internet, dans laquelle elle va faire un tabac. Et du coup, les élèves, dont tous les parents ont vu la vidéo, vont monter un crowdfunding et vont pousser beaucoup leur professeur à se présenter. Lui, il ira en traînant des pieds, mais il n'y croit pas, pas une seconde, mais il voit ça plutôt comme une occasion de développer ses idées. Et puis, surprise, il est élu à la présidence de l'Ukraine. La seule phrase qu'il peut avoir dite dans sa grande colère, dont la séduit par des bips à chaque fois qu'il disait un gros mot, c'est si je pouvais être au bureau pendant une semaine, je leur montrerais au bureau, c'est-à-dire. Et donc, ça, du coup, il est élu par surprise, en fait. Et il avait discrètement surveillé les sondages et ça lui avait permis juste de voir qu'il n'était pas du tout dans la course. Et du coup, sa victoire est tout à fait inattendue pour lui comme pour les autres. Alors, quand Régis Janté, Stéphane Sion ont fait une biographie de Zelensky, ils ont raconté que au début, l'équipe de Quartal Télé tournait au Quartal 95, tournait autour de l'idée d'un homme ordinaire, une espèce de à la Capra un peu, qui deviendrait président de la République. Et puis, ça s'est affiné et ils ont vu l'intérêt de prendre un professeur, et plus spécifiquement un professeur d'histoire. Alors, un professeur, en fait, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que sans doute, c'est une activité qui est connue de tous, puisque tout le monde, à un moment ou un autre, était en contact avec un professeur. Aussi parce qu'un professeur, ça a une certaine forme d'autorité. D'ailleurs, il va utiliser cette idée dans sa vie politique assez vite. Un prof, ça a des savoir-faire. Et quand il va à l'Assemblée, il se retrouve face à un chahut géant, mais il sait gérer les chahuts. Et sa manière de gérer le chahut, c'est pas de crier, c'est pas d'hurler, c'est après avoir essayé de prendre la parole sur tous les moyens, c'est de dire tout bas, Poutine a été destitué. Et immédiatement, toute l'Assemblée se calme. Ensuite, il a des automatismes d'enseignant et avec une attention réflexe à la factualité. C'est quelqu'un qui est très, très attentif aux faits. Et puis, surtout, le fait qu'il soit enseignant, en fait, c'est le levier d'un renouvellement possible du personnel politique. Parce que l'enseignant, c'est celui qui sait apprendre. Alors, il apprend aux autres, mais il apprend lui-même aussi. Et donc, cette idée que, au fond, ce sont des fonctions qui peuvent être apprises, ça va être très, très important pour convaincre que on peut changer complètement le personnel politique ukrainien et donc sortir de cet engrenage et de cette fatalité de la corruption qui empêche la prospérité collective. Et il s'applique à lui-même cette exigence, c'est-à-dire qu'on le voit avec une bonne volonté extraordinaire dès qu'il est élu, et ça va être une source de comique évidemment, passer par tous les apprentissages nécessaires. Il se met des noix dans la bouche pour apprendre à parler et à articuler. Il se laisse vêtir, maquiller, on lui présente son sosie, il a poudré. Et il fait toutes les photographies qu'il faut, de face, de profil, de derrière, une photographie avec les enfants, enfin, il apprend son rôle de manière la plus systématique possible. Le soir de son premier dîner dans le palais présidentiel, il monte très vite dans sa chambre parce qu'il veut apprendre son discours et on le voit qu'il apprend comme ça. C'est assez rare. Les hommes politiques, on les voit souvent qui font apprendre des discours, mais c'est assez rare qu'on voit un homme politique qui apprend son discours, la tête dans ses mains. Et du coup, d'une certaine manière, on voit que c'est un enjeu assez important autour de cette idée d'en faire un professeur plutôt qu'un homme ordinaire. Et puis, professeur d'histoire, c'est ce qui va lui donner un levier très profond
pour faire une proposition politique alternative et rendre, comme j'ai essayé de montrer, de le faire pour tout à l'heure, rendre la corruption inacceptable. Et, alors, je vais essayer d'analyser cette question de la corruption qui traverse toute la fiction à partir des travaux qui considèrent que des travaux sur la construction ou la constitution des problèmes publics. Le terme constitution est préféré par les pragmatistes, parce que construction, c'est un côté trop constructiviste. Mais ces travaux qui ont toute une histoire de la sociologie américaine très, très importante ont été popularisés en France, surtout par Daniel Sefai. Mon laboratoire, le CEMS, a joué un rôle important dans cette popularisation. Et l'idée, c'est de traiter les problèmes qui affectent une société, non pas comme des choses, mais comme le résultat de processus. C'est-à-dire qu'un problème public, ça suppose d'être constitué comme un problème public. Les problèmes n'existent et n'affleurent à la conscience collective que quand on a fait tout un travail pour les faire émerger. Et donc, le processus de constitution, il peut aboutir, mais il peut aussi échouer. Il y a des problèmes publics qui restent inexistants. Et ça suppose que des individus ou des groupes identifient des situations comme problématiques, en rôle des porte-paroles, et on va décrire le porte-parole, déploient une argumentation, et en tant que sociologue, on va décrire l'argumentation, mettent en place un répertoire d'action, contribuent à la médiatisation du problème, qui se trouve mis à l'agenda de différents médias avant d'aboutir à la mise en place de politiques publiques, et dont l'efficacité à différents échelons dont l'efficacité va dépendre de la manière dont les gens vont se mobiliser. Donc, en fait, cette théorie de la constitution des problèmes publics, ça va permettre de donner une espèce de grille d'analyse, un plan d'analyse qui est très efficace pour renouveler un peu la perception qu'on peut avoir de certaines questions. Il est clair qu'il y a des problèmes publics qui échouent, il y en a qui prennent, par exemple, l'alcool au volant, c'est un problème public qui a particulièrement bien réussi. Les problèmes publics ont une carrière, une naissance, un déploiement, et puis après, souvent, ils sont pris en charge et ils peuvent disparaître, ou au contraire, ils peuvent revenir, ou ils ne peuvent pas réussir la première fois. Enfin, vous voyez, ça a donné un outil de description de la vie politique extrêmement intéressant. Et donc, moi, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer, de voir en quoi la série, alors, en empruntant à la sociologie phénoménologique de Schutz, à l'interactionnisme symbolique, Strauss et Becker, à l'herméneutique narrative de Ricoeur, et puis surtout l'analyse des cadres de Goffman. Comment est-ce que la situation est cadrée comme problème public? Dans les cadres de l'expérience, Goffman explique, développe une théorie des cadres, qui est souvent d'ailleurs assez mal comprise. Et ce qui est très important, c'est que pour Goffman, on est dans une situation dans laquelle on ne sait jamais exactement ce qui se passe. Et donc, on va cadrer la situation, mais ce n'est pas la situation qui est elle-même cadrée, c'est l'acteur qui va poser un cadre sur la situation, la cadrer, opérer un cadrage, pour pouvoir savoir comment il va agir de manière appropriée. Et donc, c'est quelque chose dans lequel la définition des situations est liée à un projet d'action, d'interprétation et d'intervention. Alors donc, toutes ces préliminaires, c'est pour vous donner un peu le cadre théorique que je vais mettre en place pour essayer de montrer comment la série a cherché à montrer que la corruption qui gangrène l'Ukraine est un phénomène qui doit désormais être considéré comme inacceptable. Rendre la corruption inacceptable. Alors, comment il va faire? Déjà, il va enrôler des soutiens. Et comme il est professeur d'histoire, il va enrôler des soutiens assez largement, en l'épuisant d'abord dans ses rêves, puis dans son imagination, puis ils viendront directement à ses côtés. Par exemple, dans la première saison, il y a une rencontre entre Hérodote et Plutarque qui viennent à son chevet, parce qu'il faut dire qu'au moment où ce fameux premier jour où il a été élu président de la République, il était en train de lire les vies parallèles. Et donc, il s'endort et il rêve. Et dans son rêve, Hérodote et Plutarque viennent parler de lui. Et donc, ils discutent de la situation à son chevet. Et Hérodote demande, mais pourquoi est-ce qu'il est si agité? Alors, Plutarque lui répond, c'est pas parce qu'il est malade, c'est parce qu'on lui a confié un pays. Ah bon, mais quel est le régime politique? Démocratie. Ah ah ah, démocratie.
Donc, ils s'informent pour essayer de savoir si c'est vraiment une démocratie. C'est un régime qui leur est familier, évidemment. Et c'est pour plus tard que l'occasion de présenter l'Ukraine, qui est une nation au centre de l'Europe, premier producteur mondial d'huile de tournesol, troisième producteur de céréales, qui fabrique des avions, des moissonneuses-batteuses, des tracteurs. Alors, c'est le paradis, dit Hérodote. Eh ben, non, le pays fait face à un défaut de paiement, la situation est très grave. Comment ça est-il possible? Où va la richesse alors? Dans la poche des gens, ils volent, ils volent, ils volent, ils volent tous. Donc, premier élément de construction des problèmes publics, il y a un problème. Et ce problème, c'est un problème lié au vol. Deuxième rencontre, un peu plus tard, Lincoln. Je vous ai parlé du moment où Vassili Petrovitch avait quitté la table pour aller dans sa chambre pour préparer et potasser son discours. Et très vite, pendant qu'il est en train de travailler, Lincoln s'invite dans sa chambre. Et là, une discussion intervient entre tous les deux. Lincoln trouve qu'ils ont des points communs. Et tout de suite, Vassili Petrovitch l'a reconnu. Et en plus, comme il a été obligé de prononcer un discours qui avait été écrit par des petites mains qu'on avait écrit pour lui, dans lequel il avait reconnu des fragments du discours de Lincoln, il était un tout petit peu embarrassé face à l'école. Et Lincoln ne lui dit, il n'y accorde pas d'importance, mais lui dit, Vassili Petrovitch, vous aussi, vous allez libérer votre peuple. Alors, Vassili Petrovitch dit, mais nous n'avons pas d'esclavage, Lincoln. Pensez-vous que des millions d'Ukrainiens qui se cassent le dos à travailler jusqu'à l'os, juste pour nourrir une soi-disant élite, leur maison, limousine et manoir, ce ne sont pas des esclaves? Et Vassili Petrovitch, mais qu'est-ce que je peux faire? Et Lincoln lui dit, soyez vous-même, monsieur le président. Bon, et cette phrase, elle est intéressante parce que quand on voit à quel point ça a été le mot d'ordre que s'est donné à lui-même Vladimir Zelensky pendant toute la suite de son engagement, on voit qu'elle avait effectivement un côté qui définissait une certaine forme de doctrine politique, en fait. Trouver un style politique authentique, ça va être le défi du président. Alors, donc, il y a un problème, il y a une solution. Lincoln lui a donné la solution. Mais la solution n'est pas la violence politique. Et la troisième séquence, troisième invité de l'histoire qui vient dans la série, c'est Che Guevara. Et Che Guevara surgit aux côtés de Vassili Petrovitch. Je l'appelle Vassili Petrovitch, hein, comme dans les romans russes, on donne le nom. Pas Goloborodko parce que c'est difficile à prononcer. Il surgit à ses côtés et alors qu'on lui présente les différents ministres, il commente chacun des différents ministres. Alors, le ministre des Finances, Che Guevara lui dit, un connard avide et cynique qui a acheté une île avec l'argent des contribuables destiné aux médicaments pour les enfants. Le ministre de l'Éducation, un imbécile vulgaire et immoral, les écoliers manquent de manuels scolaires, mais il organise une fête d'anniversaire avec des homards, des crustacés, un feu d'artifice au cours duquel s'est produit Madonna. Enchanté, répond Vassili. Ensuite, Che Guevara est furieux de cette poignée de main, lui dit qu'il faut assassiner tous ces ministres ou alors les rééduquer. Alors, Vassili Petrovitch, un peu embarrassé, mais je suis un président, je ne suis pas un tyran. Je ne peux pas envoyer tout le monde en Sibérie. Il faut les abattre ou les pendre, rétorque le Che. Et à ce moment-là, on donne la parole au président et il commence à vouloir parler, mais aucune phrase ne sort de sa bouche. Et furieux, Che Guevara prend un cigare et va l'écraser sur le portrait du président qui est au-dessus pour manifester son désaccord. Alors, pas de violence politique dans le programme de Vassili Petrovitch. Mais le réformisme est aussi une solution risquée. C'est ce que vient de lui apprendre Louis XVI. Et on voit Louis XVI arriver et lui dire bah, écoutez, moi aussi, j'ai essayé de faire des réformes, moi aussi, j'ai fait ce que je pouvais. Alors là, pour le coup, très compétent dans l'histoire de son pays, Vassili Petrovitch est un peu moins compétent en histoire de France, et donc il ne sait plus très bien à quel Louis il a affaire, donc Louis XVI doit se présenter. Et puis il lui dit écoutez, il y a une solution, fuyez. Et là, Vassili Petrovitch dit je n'ai pas l'intention de m'enfuir. Phrase célèbre entre toutes que reprendra Zelensky quelques mois plus tard. Je n'ai pas l'intention de m'enfuir. Quant à Louis XVI, il s'en va, il ramasse sa tête au bout d'un pied, il part un peu penaud. Cinquième rencontre, Yaroslav le Sage, grand prince de la Russe de Kiev à partir de 1016.
Et là, donc, réformisme, on a vu que la violence politique n'est pas une solution, le réformisme est risqué. Est-ce qu'il faut aller plutôt du côté de l'Europe? C'est ce que lui conseille Yaroslav Le Sage en lui disant qu'il n'a qu'à épouser la présidente du FMI. Épousez-la! Épousez-la! C'est idiot d'avoir emprunté de l'argent. La dette, c'est le début de l'esclavage. Le mariage apporte une dot, de la terre, de l'argent et de l'or. Moi, j'ai établi des liens de sang à travers toute l'Europe. Je ne les ai pas payés. C'est eux qui m'ont payé un tribut. Et ils m'ont respecté. Mais la présidente du FMI ne tente pas beaucoup Vassili Petrovitch. Et les choses ne se feront pas comme ça. Sixième et dernière rencontre, je m'arrête, celle d'Ivan le Terrible. Ivan le Terrible apparaît sur un fond rouge, terrifiant. Et il lui suggère de torturer ses ennemis. Qu'est-ce que la mort sans la torture? Et il ne semble pas du tout prêt à voir l'Ukraine s'engager sur une voie qui ne serait pas celle de la Russie. Et là aussi, Vassili Petrovitch va essayer de montrer que il souhaite un peu s'écarter de la position qui consisterait à être le vassal d'Ivan le Terrible. Et en fait, tous ces personnages, finalement, d'une certaine manière, ils donnent une autorité et une légitimité à ce professeur d'histoire, mais une légitimité qui s'enracine dans le savoir, dans la connaissance, dans quelque chose que chacun peut acquérir, puisque ça lui donne la possibilité de penser et de parler avec d'égal à égal, en fait, avec des personnalités politiques de très haut vol. Et chacun de ces dialogues est l'occasion de faire connaître son propre positionnement. Il accepte des raccourcis, des voleurs et des esclaves, il est plus tard qu'Hérodote, se démarque de la violence politique, de la tyrannie paranoïaque tsariste, et avec une attitude ambivalente à l'égard de l'Union européenne, faite d'un côté de dépendance et de l'autre de condescendance. Ce double trait va caractériser toute son attitude à travers toute la série et est assez éclairant sur ce qui s'est passé après d'ailleurs. Et donc il manifeste ainsi ses convictions. Alors, donc voilà pour les gens qui vont l'aider de très loin dans son entrée, en fait, dans cette politique de lutte contre la corruption. Mais la série est aussi une comédie. Et le fait qu'elle soit une comédie, alors elle est une comédie dans tous les sens, quelquefois il y a quelques plaisanteries fines, il y a beaucoup de farces un petit peu lourdes, beaucoup de comédies de situation, beaucoup de situations de comiques de répétition, des jeux de mots, des calembours, dont sûrement on perd beaucoup, nous, parce qu'on a accès à la langue que par les sous-titres. Et c'est aussi une sitcom, parce qu'elle présente les ingrédients classiques de la sitcom en faisant vivre sous un même toit une différente génération, et donc avec toutes les tensions entre les parents-enfants et hommes et femmes qui sont liés à ça. Et chaque fois, on peut dire que l'exagération ne falsifie pas, mais elle permet au contraire de souligner le fait que ce soit une comédie, ça permet d'enfoncer un peu le propos, de le grossir en réalité. Et dans ce contexte, le héros, et ça je crois que c'est très important, la place du héros, c'est que le héros, en fait, grâce au fait que ce soit une comédie, échappe à la rhétorique de l'homme providentiel. Il échappe à la c'est pas le héros qui va vous sauver, c'est un type plutôt maladroit avec les filles, qui aime les jeunes filles très brillantes et très jolies, mais qui est souvent plus petit qu'elles. Et il est tout le temps aux prises avec des femmes qui sont des femmes puissantes, voire dominatrices, soit sa secrétaire, son ex-femme. La pire, je crois que c'est la femme de son garde du corps, mais sa mère lui donne quand même une gifle le jour où il retarde l'âge de la retraite. Enfin, il a quand même sa gifle. Son père le met dehors, va être obligé de dormir dans son bureau, ce qui va donner des scènes cocasses, puisqu'il sera obligé d'enlever, quand sa secrétaire va arriver pour arroser les fleurs, il sera en tenue assez légère. Et donc, sa sœur n'en fait qu'à sa tête, et sa maîtresse est une femme qui est à la solde des oligarques, qui s'est fait complètement rouler par elle. Donc, en fait, c'est un héros qui n'est pas un très grand savant en contact avec des personnalités du passé. Il est aussi un homme un peu maladroit qui se débrouille pas très bien dans ses relations avec les filles notamment. Et
d'une certaine manière, il me semble que l'attitude d'autodérision, elle est très importante parce que c'est là-dessus qu'il va créer un attachement et une complicité avec le public et que ça évite de le coincer dans une position moralisatrice. Et tout le travail de construction de problèmes publics qu'il va faire autour de la corruption, ça va être de montrer que la corruption n'est pas un problème moral. Il laisse ça, il laisse ça à, à Plutarque, hein, mais que c'est un problème politique. Donc, et ça permet aussi un déminage de la rhétorique de l'homme providentiel. Parce qu'en fait, dans un discours populiste, le héros, il se présente en général comme étant quelqu'un de fort, pas quelqu'un de maladroit comme ça dans ses interactions, ou qui ne maîtrise pas la totalité de ses interactions. Et je pense que cette stratégie, à la fois, ça déclenche la sympathie du public, et en même temps, ça démine la rhétorique de l'homme providentiel, ça démine la dimension populiste de son discours. Et enfin, ça permet de déporter l'attention du personnage vers son programme. Son programme étant cette lutte sans concession contre la corruption. Alors ensuite, après avoir montré un peu quel est l'objectif qui va être de lutter contre la corruption, il va ensuite décrire, dans la série, vont être décrites les pratiques de la corruption. Ça commence par un exemple. Et cet exemple concerne les routes. Vassili Petrovitch doit choisir ce qu'il va mettre en priorité dans son mandat et il décide que vraiment les routes sont trop inconfortables en Ukraine. Il y a des nids de poules tout le temps, donc il va mettre comme priorité d'améliorer les infrastructures. Donc, ayant pris cette décision, il convoque le ministre concerné et il essaye de comprendre pourquoi est-ce que les routes sont dans un tel état en Ukraine, vu que 80 000 personnes travaillent dans le service des routes. Et le ministre lui répond qu'il y a plein de problèmes parce qu'en Ukraine, il fait très très froid. C'est pour ça que les routes sont en mauvais état. Il dit, mais comment ça se fait? Il y a des routes qui fonctionnent en Norvège, en Finlande. Alors lui, tu réponds, oui, mais il y a la tectonique des plaques. L'Ukraine est mal placée. Ça se fait, il y a des pays qui sont dans le même genre de situation. Et puis, bon, il décide donc qu'il va faire un grand plan de réfection des routes. Il veut savoir de quel est le budget dont on a besoin. Et il s'ensuit un ensemble d'échanges téléphoniques. Et on voit qu'au fur et à mesure que la demande descend le millefeuille administratif, le délai demandé pour réparer les routes et le prix demandé pour faire cette réparation augmente. Alors, pour le responsable des routes de Kiev, tout en bas de l'échelle, il faut 2 mois et 6 millions. Pour le directeur de secteur, il faut 6 mois et 400 millions. Pour le chef de district, il faut 1 an et 1 milliard. Et pour le ministre, il faut 2 ans et 2 milliards. Et donc, à ce moment-là, le président tranche et dit, vous aurez 1 an pour réparer les routes de Kiev et les routes de l'Ukraine, et ce sera 1 an et 1 milliard. Vous plaisantez, dit le ministre. Et là, Zelensky répond, est-ce que j'ai l'air d'un clown? Les sommes sont débloquées, les consignes redescendent, mais chacun se sert au passage. Donc, on a le même, l'écran est partagé, on voit les consignes qui redescendent. Et il n'y a toujours pas d'argent pour acheter le gravier ni payer les ouvriers. Les travaux sont au point mort. Et la cantonnière, tout en bas, une femme très ukrainienne, comme ça, avec son fiche, elle déclare la grève. Les fonds sont bien arrivés, ils ont été dépensés et chacun des responsables a pu s'acheter donc la liste des choses, c'est une nouvelle Maybach, un yacht Royal Marine, une nouvelle Harley Davidson pour l'un, un appartement à Londres, une villa en Espagne, un petit château en Écosse pour l'autre, une maison en banlieue, un appartement à Kiev, une Maserati Grand Turismo, un bateau Monterrey, et pour Katia, la cantonnière des derniers espoirs, qu'il a fini par prendre comme ministre, une maison à Hawaï, un appartement à Londres, 2 voitures, 5 lingots, 10 sacs de luxe et une robe à 10 000 $. Mon Dieu, s'exclame le président en levant les yeux au ciel, nous n'aurons pas de route. Donc, la corruption, on a un peu de mal à s'en défaire. Alors, décrire la corruption par un exemple, et ensuite généraliser et essayer d'obtenir le concernement des Ukrainiens par une opération d'assemblage. C'est la deuxième technique qu'ils vont essayer de mettre en place.
en essayant de décrire la corruption et de faire en sorte que les gens comprennent qu'il s'agit d'un même processus. L'idée de promouvoir une définition de la corruption qui englobe des tout petits actes de la vie quotidienne qui sont tellement incorporés dans la vie qu'on ne les voit même pas, et des grands actes qui vont jusqu'à la corruption noire dans laquelle la mafia assassine les hommes politiques. Il faut essayer de montrer, alors je ne sais pas si c'est à juste titre, on pourra y réfléchir, mais essayer de montrer que c'est une même chose, et c'est l'opération, la deuxième opération que va faire Vladimir Vassili Petrovitch, c'est d'essayer de montrer que on peut définir et assembler tous les degrés d'intensité de la corruption qui touchent tous les domaines de la vie politique, administrative, judiciaire, sociale et familiale. Alors, dans le travail que je fais, j'ai recensé tous les cas de corruption. Et là, ce serait un peu laborieux de tout vous expliquer, de tout vous les lister. Mais on peut dire que la corruption blanche, c'est celle qui est totalement, pour reprendre les catégories d'Heidenheimer, c'est une corruption qui est totalement incorporée à la vie quotidienne. Et là, on voit que sa famille, en fait, est complètement impliquée dans cette forme de corruption blanche. On a l'impression de jouer au jeu de cette famille. Son père, le père du président, complète sa retraite avec une activité de chauffeur de taxi sans licence. Sa mère, qui travaille à l'hôpital, fait un trafic très lucratif de bouteilles de cognac, 10 par jour à peu près. Sa sœur est employée dans une compagnie de chemin de fer où elle a monté avec son conjoint un wagon-restaurant illicite. Et le directeur de la banque où il va, en fait, efface les mensualités restantes du four au micro-ondes qu'a acheté Vassili Petrovitch. Bref, la corruption blanche, elle est complètement incorporée dans la vie quotidienne. Il y a une corruption grise aussi, qui, elle, touche plus des agents publics. Par exemple, on voit sur un supermarché, au moment où ils vont aller faire des courses, la famille va faire des courses, on voit des policiers, et il y en a un qui dit j'ai faim. Et l'autre lui répond, tiens, voilà notre garde-manger. Et il s'approche de la voiture pour l'arrêter et lui donner une contravention, avant même d'avoir pu imaginer quelle était une infraction qui avait été commise. Mais là, il reconnaît que c'est la famille du président et du coup, il leur abat un peu. Mais il y a énormément d'exemples comme ça dans lesquels des personnalités publiques se livrent à des corruptions et dans tous les domaines, parce que ce soit la politique, que ce soit l'administration, mais aussi la justice. Et un gros problème pour lutter contre la corruption, c'est qu'il n'y a pas de juges, tous les juges sont corrompus. Et donc, il va finir par aller chercher un type qui a un petit peu perdu la tête et qui s'est reconverti, devenu une espèce de pope, et qui va délivrer la justice comme on célébrerait une cérémonie religieuse. Une source de gag. Quant à la corruption noire, eh ben, le dernier épisode de la dernière saison, on voit une tentative d'assassinat du président qui a lieu pendant un débat télévisé. Et ça, je dois dire que c'est assez réussi, parce que la tentative se déploie sur 2 épisodes, elle est commanditée par les oligarques, et il n'y a pas un mot n'est prononcé pendant toute la période pendant laquelle est déjouée la tentative d'assassinat. C'est que des échanges de regards. On remarque une personne qui a l'air un petit peu louche, peut-être nous connaissons déjà. On remarque et le garde du corps suit comme ça avec ses yeux. Et pendant que le président parle à l'écran, il va neutraliser cette personne, mais sans qu'aucun aucun coup ne soit tiré et qu'aucun mot ne soit prononcé. C'est déjoué de manière totalement silencieuse. Alors voilà un peu qui sont les acteurs de la corruption, mais maintenant, la série nous renseigne aussi sur les pratiques de la corruption de manière très concrète. Elle offre une espèce d'ethnographie des pratiques de la corruption en montrant comment ça se passe. Comme le montre Giorgio Blondo, l'observation de la corruption, en fait, c'est assez difficile dans la mesure où c'est une pratique secrète. Il évoque, il dit que ça ressemble en fait un peu faire une ethnographie de la corruption, ce qu'il fait lui en Afrique. Ça ressemble un peu à l'ethnographie de la déviance ou l'ethnographie de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on est obligé de décrire des choses auxquelles on n'assiste pas vraiment. Dans la mesure où on constate des faits de corruption qui sont généralement des corruptions mineures, mais pas des corruptions majeures. Donc, du coup, on peut dire que la fiction, elle, essaye de nous représenter des formes de corruption et d'une manière, encore une fois, assez ethnographique. On va avoir un cas
avec les quatre ministres qui vont être soumis à une tentative de corruption. Un peu de la même façon qu'on a dit, je crois que c'est Norbert Elias, que quand la famille s'était privatisée et refermée sur elle-même, la fiction avait permis de voir ce qui se passait quand même dans la famille. Et bien là, de la même manière, face à des pratiques qui sont des pratiques illégales, la fiction va nous permettre d'aller enjamber ce mur de l'illégalité et d'aller voir un peu comment ça se passe. Alors, le président a fini par recruter son cabinet. Et en fait, ce cabinet est composé de gens qui sont des proches de lui. Parce qu'il a essayé, dans un premier temps, de prendre des anonymes. Mais évidemment, ils ont lancé une annonce. Il y a eu des quantités de personnes qui se sont présentées. Mais quand il a annoncé les salaires auxquels il voulait payer les ministres et la manière dont il voulait limiter leurs avantages, la plupart des candidats se sont évanouis. Et les seuls qui sont restés découvrent qu'en fait, ils étaient envoyés par les oligarques et pilotés par l'ancien Premier ministre Youri. Alors du coup, comprenant qu'il s'est fait rouler, il décide de confier le ministère de l'économie à son ex-femme. Donc il a totalement confiance sur la capacité à gérer les budgets, de la manière dont elle l'a étranglé. Le ministère des Affaires étrangères, c'est un ami d'enfance. Le ministre des Armées aussi. Et il confie la sécurité intérieure à Madame Trétia, qui était surgée dans son lycée quand il était petit. Donc, il connaît aussi la main de fer. Et les oligarques, évidemment, pensent qu'ils n'auront aucune difficulté à corrompre cette bande de copains et ils envoient un émissaire pour leur faire des propositions. Alors, cet émissaire qui s'appelle Siretsky, il aborde, donc je ne sais pas, c'est peut-être un peu long que je raconte les quatre façons dont il les... Si. Non? Ça va? Ça vous Pour l'instant, moi, je me régale. Donc, continue, continue. Alors, il arrive chez l'ex-femme, Olia Yurievna. Siretsky s'introduit dans son bureau. Puis-je entrer, Olia Yurievna? Vous êtes déjà entrée, qu'est-ce qui vous amène? Je ne veux pas que notre relation soit basée sur des obligations, basons-la sur des arrangements amicaux. Mais quel genre d'arrangement? Qui êtes-vous d'ailleurs? Ce n'est pas, peu importe qui je suis, le plus important est de savoir pourquoi je suis ici. Olia Yurevna, je suis une personne pratique, tout comme vous, donc je vais aller droit au but. Et il tend un papier sur lequel il y a écrit un chiffre. Qu'est-ce que c'est? C'est notre remerciement de la part de pour le prêt que la Banque centrale a accordé à notre banque. Allez-vous partir tout seul ou dois-je appeler la sécurité? Répond Olia. Bon, je vois. Je double la proposition. OK, donnez votre chiffre. Au revoir, c'est clair? Je vous laisse mon numéro de téléphone juste au cas où. Ne vous pressez pas de prendre votre décision et il donne sa carte de visite avec son numéro de téléphone. Première tentative auprès de la ministre des Finances. Donc, ce premier cas est on va ainsi dire rétroactif, c'est que c'est un remerciement. Il veut la lier par un remerciement. La seconde tentative concerne le ministre des Armées, et là, il arrive chez le ministre des Armées, et le ministre des Armées a une femme très envahissante qui lui propose un énorme gâteau à la crème quand elle comprend que son genre de vie peut s'améliorer un peu grâce à cette visite, et elle va faire une scène épouvantable à son mari quand son mari va mettre dehors ce personnage. La troisième opération, c'est le ministre du budget. Et, qui est aussi un homme extrêmement rigoureux. Puis-je prendre une minute de votre temps à propos de quoi? Une affaire personnelle. Les affaires personnelles sont traitées le premier jeudi du mois, mais c'est une affaire qui vous concerne personnellement. Je vous écoute. C'est un sujet sensible. Venez avec moi. Je ne veux rien, merci. J'aimerais discuter du rendez-vous d'un nouveau chef des services douaniers d'Odessa. Pourquoi il y a un problème avec le chef actuel? Il n'est pas au bon endroit. Eh bien, dans quel sens? Dans le sens qu'une autre personne devrait être à sa place. Il y a quelqu'un que nous aimerions vous recommander. Qui est ce nous? Je représente les intérêts d'un groupe d'associés très influents dont les offres ne peuvent pas être refusées. Et quel est le nom de famille de votre protégé? Alors, il tend de nouveau un billet, et puis l'autre le met dehors. Et le quatrième, je cherche un plan, Kikemoukine, qui est le ministre des Affaires étrangères, et qui est la principale figure comique de la série. C'est un homme totalement inculte, donc assez mal placé pour être ministre des Affaires étrangères, vu qu'il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve aucun des pays. Et
il s'attend à voir arriver un Finlandais, il a appris 3 mots en finlandais, et quand arrive toujours ce même Siritsky, qui est un envoyé des oligarques, et là, le gag vient du comique de répétition. Donc, il dit, je suis venu vous demander une faveur. Un désastre a frappé une très bonne personne. Ah, je comprends. Lukin, un touriste. Oui, on peut dire ça, mais ça serait plutôt un vacancier. Ah, je comprends. Il est coincé et il ne peut pas quitter le pays. Oui, on pourrait dire ça, mais c'est plutôt qu'ils ne veulent pas le laisser sortir. Ah, je comprends. Vous avez besoin de l'aide du ministère pour que notre ambassade lui vienne en aide. On pourrait dire ça, mais plutôt son extradition devrait être assurée. Ah, attendez, ça je ne comprends pas. C'est un pot de vin? On pourrait dire ça, mais c'est plutôt une récompense généreuse. Alors évidemment, le comique de répétition vient du fait que chaque fois qu'il ne comprend pas, il dit j'ai compris. J'ai compris. Et au moment où il comprend, il dit je ne comprends pas, c'est un pot de vin. Et c'est là qu'il a compris. Bon. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce processus, en fait, correspond un peu à l'image qu'on peut avoir de la corruption, c'est-à-dire que les personnes qui engagent des opérations de corruption utilisent des intermédiaires, ils ne vont pas directement. Cet émissaire est envoyé par les oligarques ont une place très importante dans la série, et, euh, et ce sont des intermédiaires. Au moment de l'interaction, et ça c'est assez intéressant, ils veulent toujours préserver un sentiment, une apparence d'honnêteté. On n'est pas d'emblée malhonnête. Ils n'arrivent pas tout de suite à donner de l'argent. Ils cherchent un stratagème, une historienne, une petite histoire pour pouvoir sauver la face en cas d'échec des négociations. Et ensuite, la corruption est perçue comme un marchandage. Ça aussi, c'est intéressant parce que le prix de la transaction, le prix de l'achat de la fidélité n'est pas évalué d'emblée. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un refus, l'émissaire pense qu'il faut qu'il augmente sa proposition et que son offre doit être plus importante. Et que finalement, c'est dans l'interaction que doit s'apprécier la vraie valeur de la transaction. Et puis, bien sûr, l'objectif du négociateur, c'est de prendre un ascendant en assurant l'irréversibilité, avec ensuite un chantage à la publicité possible. Cela dit, aucun des ministres n'a accepté l'argent, et évidemment, les oligarques en sont fort étonnés. J'y crois pas. Et donc, ils trouvent des solutions pour comprendre. Donc, ils se disent, ils avaient tout simplement jamais vu autant d'argent auparavant, et donc ils changeront d'avis quand ils auront un peu réfléchi. Il faut juste attendre que leur bon sens prenne le dessus. Et en fait, une mise en scène est organisée. Chacun des ministres est allé voir Vassili Petrovitch a raconté la tentative de corruption. Ils ont mis en place une réponse commune. Ils se sont fait filmer, chacun expliquant quelle va être la réponse. Donc, ils acceptent l'argent. Et dès qu'ils ont l'argent, ils le remettent au trésor public. Évidemment, les oligarques les ont filmés acceptant l'argent, mais comme ils se sont filmés eux-mêmes avant, disant qu'ils allaient accepter l'argent, le président peut remercier les oligarques en disant qu'à la suite de cette opération coup de poing, ils ont reçu 50 millions de dollars. Donc, si vous voulez donner un pot de vin à notre équipe, allez-y, s'il vous plaît. Nous sommes disponibles. Comme on dit en Ukraine, vous êtes les bienvenus, car grâce à ça, le trésor public est un tout petit peu moins endetté. Donc, ethnographie de la corruption dans cette première partie. Mais rendre à la corruption inacceptable, c'est pas seulement la décrire, c'est pas seulement montrer qu'on peut y résister, c'est aussi en transformer, c'est pas seulement la définir dans toute la largeur de sa définition, c'est aussi montrer ses enjeux. Et là, Vassili Petrovitch va essayer de montrer comment ce que la corruption a un coût et il va opérer ce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, une politisation de la corruption. Il s'engage moins dans une condamnation morale que dans le fait de faire prendre conscience des conséquences sociales, économiques et politiques de ces comportements. Donc, il insiste sur le coût social de la corruption en la redéfinissant comme une source d'inégalité. C'est-à-dire que l'argent dépensé par les uns est retiré aux autres. Et donc, c'est une espèce de... Il essaye de dénaturaliser la corruption en essayant de montrer qu'elle est source d'inégalité. À une époque où notre pays vit sous le seuil de pauvreté, vous bloquez les centres-villes pour parader dans vos voitures de luxe. Le coût de chacune de ces voitures pourrait payer une opération pour un retraité dans le besoin,
ou construire une école de village ou des heures de jeu pour les enfants, pour que les enfants ne dépérissent pas dans les cages d'escalier de leurs immeubles. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est de refaire somme et pour que les gens n'estiment plus que la corruption est quelque chose qui est ordinaire et inévitable, mais en le connectant à une problématique de l'inégalité sociale. Deuxièmement, il insiste sur l'incidence de la corruption sur la politique internationale. À cause d'elle, l'Ukraine ne peut pas obtenir le prêt qu'il espère pouvoir obtenir du FMI. Enfin, il souligne son coût économique, parce qu'évidemment, ce sont des rentrées en moins dans le trésor, et ça à tous les niveaux, que ce soit à son père où il dit à cause de personnes comme toi, le trésor public est à sec, ou aux oligarques à qui il dit pour commencer, déclarez vos revenus, les vrais, ceux à 8-0. Et donc, son idée est bien de montrer le coût économique de la corruption. Ensuite, il va montrer qu'une résistance est possible en montrant les limites proprement cognitives de ceux qui ne sont pas capables d'imaginer qu'on peut leur résister. Et son objectif va être de montrer que, en fait, les oligarques sont idiots. Ils sont idiots parce qu'ils se trompent dans leurs anticipations et leurs procédures de généralisation ne sont pas adéquates parce qu'ils sont absolument convaincus que tout le monde est comme eux. Il suffit de leur montrer que tout le monde n'est pas comme eux. À la croyance en une diffusion généralisée du cynisme, il répond, le président et son équipe répondent pas forcément. Et la troisième opération, et la plus importante, c'est se défaire d'une proposition culturaliste qui associerait la corruption à la nation ukrainienne. C'est pas parce qu'on est ukrainien qu'on est nécessairement corrompu. Et ça, c'était le nouvel extrait que je voulais vous montrer, qui est la grande tirade de Zelensky, au moment où d'ailleurs quelqu'un essaye de l'assassiner, et qui se trouve donc, je t'ai mis le... Donc on est dans l'épisode 15 de la première saison. 19e minute, tu me dis si c'est bon. J'ai baissé un peu le son pour nos voisins. Ah, Namaste. j'ai dû me tromper. Ah. Ah non. Здрасте. Ah oui, donc conférence de presse. Bon, ça. Меня зовут Николай Гринюк, Киев Отрадный. Очень Je приятно. peux pas Хотел бы faire задать ça. вопрос по поводу сноса старых и ветхих зданий. Хотели снести обратно? Ну, не совсем. Скажите, пожалуйста, как будут решаться проблемы с населением, которые живут в загородных домах? Потому что Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères. Новое обещание, Василий Петрович. А что с дорогами? Ваш Яночка сарказм понятен. Вы же знаете, что эта проблема уже четверти века. Я не первый, который со своей командой пытается хоть что-то сделать дорогу. Просто проблема была в людях, которые управляли этим процессом. Ну, Василий Петрович, вы сейчас пытаетесь снять с себя ответственность? Нет, я не снимаю, еще раз я вам говорю, ответственность. Я просто пытаюсь вам объяснить. А может быть, хватит объяснять? Вы покажите. Власть нам все объясняет, рассказывает, а дороги как не было, так и нет. Такое впечатление, что вам там укол делают после выборов. Жил был честный украинец, патриот, выбрали. Стал хитрым, скользким, вороватым, хохлом. Считаете, он стал хитрым, скользким, вороватым хохлом. А вот это был таким хохлом. По-вашему, хохлами рождаются? Нет, я считаю, что украинцы не рождаются хохлом. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцы. Раз мы родились, значит, мы как-то заслужили, или мы, или родители, или предки наши, неважно. И этот человек, я уверен, был рожден украинцем. Маленьким, пухленьким. Значит, украинцем 3,5 килограмма. Вопрос в другом. Как из этих 3 килограммов, вот так, превращается человек в 100-килограммового хохла. Как это происходит? А я вам объясню. Мы сами виноваты. Мы такие, как вы, Яна, как я, как мы все. Мы сами виноваты. Все начинается в роддоме. Родился этот мальчик, нужно заменить. Обязательно надо дать врачу. Не дали, дать врачу. А дома это ребеночек приносит домой, и там этот ребеночек, еще украинец. Как только начнет мотать, он станет хохлом. Что увидит первое? Папа сидит, естественно, смотрит телевизор и говорит, да во всем виноваты. Эти козлы, эти скоты, эти политики чертовы между этим. Пересчитывает 200 гривен, который вчера отработал на пикете, когда стоял за этих же козлов и вонючих депутатов. Это нормально. Не стоит папа, стоит кто-то другой. А что-то кто-то другой должен взять эти вороватые бабы. Почему не я? Думает папа. Ребенок наматывает на ус, и наш украинец... Ça, c'est les oligarques. Чуть-чуть. Не все потеряно. Вы думаете? Все потеряно. Есть дядя из Авира, тети, и все устраивают мальчика куда?
школу, дорогую школу. Нет, дорогую, именно дорогую школу. И заканчивают очень хорошо рабочую школу. И едут все отдохнуть на Днепр. Аттестат получили, одни пятерки, конечно. Почему нет шашлычок и ничего? Очень вкусно, а мусор какой. И в этом приподнятом настроении поступаем в институт. Все те же помогают решать. И после института, куда мы едем? На Днепр. А что ж там сагажут? А что ж там везде этот мусор тут же табличка прибита, не мусор, кто же тут на мусор? Кто же эти хохлы не убирают после себя? И в хорошем настроении на новой Хонде, подаренной к выпуску из института, мчит наш, уже полухохол, полуукраинец, по ночному Киеву, там, где нет дорог. И абсолютно там срать, извините меня, на людей, которые в это время спят. И решили стать что? Или мать, которая уставшая на 2 работах, чтобы прокормить своего ребенка, вот этого укачала пацана. Он учит будущее. А будущее за горами 20-25 лет он станет депутатом и превратится наш украинец. 100%. Чистокровным. Это он будет хорошо. Правда? Детки будут учиться в Швейцарии. Не здесь, чтобы что подальше. Тут будет там на Мальдивах, просто подальше. Квартиру все будет. Et voilà. Donc l'idée, en fait, vous avez compris, c'est qu'on n'est pas corrompu parce qu'on est ukrainien, mais parce que on a un certain type de comportement qui font de vous, à la naissance, un enfant relativement pur, puis un demi-plouc, puis un 3/4 de plouc, et on a fait un plouc total. Le mot plouc, c'est un terme qui est mal traduit. Il faudra faire une petite analyse. En fait, ça décrit, un espèce de personnage grossier, un peu, dans lequel il y a quand même une référence à la paysannerie, mais un peu grossière comme ça. Et donc l'idée, c'est très explicite, hein, ça ne mérite même pas d'explication. Alors, rendre la corruption inacceptable, c'était ça son objectif. Du point de vue de l'acceptabilité morale de son récit, ben, il a été très bien accepté, puisqu'il a eu 75% des voix. Et ses arguments et ses propositions politiques ont assuré la crédibilisation de Volodymyr Zelensky. Les arguments et propositions politiques de Vassili Petrovitch Goloborodko ont bel et bien assuré la crédibilisation politique de Zelensky. Et le modèle du HST, c'est-à-dire cette fusion entre personnages et comédiens, permet quand même bien de comprendre ce qui a permis au personnage président de passer sans solution de continuité de son statut de héros de série télévisée à celui de président de l'Ukraine. En revanche, je ne pense pas qu'elle permette de comprendre ce qui s'est passé après, une fois au moment de l'invasion soviétique. Alors après, évidemment, quand on travaille sur cette question, on ne peut pas s'empêcher de se demander si Zelensky a instrumentalisé le personnage depuis le début, c'est-à-dire s'il avait lui-même l'intention depuis le début d'utiliser la série pour devenir président, ou si c'est une proposition qui s'est imposée à lui de manière un peu progressive. Ce qui fait que cette question est une question politique, c'est que, évidemment, ça change un peu la manière dont on regarde la série, si on opte sur une des positions ou sur l'autre. Alors, le plus simple, c'était de lui poser la question, et c'est ce qu'a fait d'abord Stéphane Sion en 2019. Et il a répondu: peut-être que les gens pensent que moi et mon personnage à l'écran ne formons qu'un, mais c'est une bonne chose, car serviteur du peuple, c'est ce dont nous rêvons pour notre pays. Et puis, en décembre 2022, il est interrogé par Letterman. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, David Letterman, c'est un grand intervieweur américain, une grande figure du journalisme américain, qui va à Kiev, qui descend dans le métro de Kiev et pour faire une interview de Zelensky, et qui termine l'interview en lui posant la question. Et on entend les bombes qui sifflent derrière et tout ça. Et il lui dit: est-ce que
ce film qui vous a décidé à vous présenter aux élections présidentielles ou bien est-ce que c'est une coïncidence? Et Zelensky répond, je ne pense pas être calculateur à ce point, pour être honnête. Et puis il continue en disant, bon, ça reste entre nous, personne n'en saura rien. Mais après, comme la question quand même l'embarrasse, il dit, peut-être qu'après mon mandat, je pourrais répondre à cette question. Et à ce moment-là, Letterman répond en disant, ah, c'est fascinant, eh bien, je reviendrai. Eh bien, j'espère qu'on sera là aussi pour avoir un dépli devant nous la réponse à cette question. Enfin, en attendant, on peut dire que ce qui est clair, c'est que l'opinion publique internationale a sous-estimé l'impact de cette fiction parce qu'il cumulait trois facteurs d'illégitimité. D'abord, c'était la télévision, et que la télévision n'est pas très légitime. Ensuite, c'était un feuilleton. Et les feuilletons ont toujours eu moins de dignité que les fictions unitaires. Et puis surtout, c'était une comédie. Une comédie ne semblait ne pas être prise au sérieux. Et du coup, d'une certaine façon, l'opinion publique mondiale a été très surprise de l'arrivée de Zelensky au pouvoir. Mais en réalité, quand on regarde la fiction, on voit que la mécanique de la continuité était en place. Et donc, je voulais conclure en disant que, au fond, ce sont plutôt nos modèles d'articulation entre réalité et fiction qui doivent être remis en question par cet événement. Et c'est pour ça que le HST me paraît une alternative vraiment intéressante pour penser un peu différemment ces questions d'articulation et d'impact de la fiction. Et c'est plutôt que, voilà, c'est ça que ça remet en question, le truc. Car seule une remise en question de ces modèles et des modèles séparatistes nous permettrait de comprendre ce qui s'est joué dans cette situation. Ce qui paraît quand même extrêmement important aujourd'hui pour la géopolitique mondiale.